Bon, bonjour tout le monde, je suis Mike Penrose, je suis le directeur général d'Action contre la faim. Probablement, vous sentez aussi quand je parle que j'ai un petit accent. Et aussi, de temps en temps, je fais une bonne massacre de la belle langue française. Donc, si je dis quelque chose, si je parle n'importe quoi, tout le monde est libre, dit Mike, plus lentement, ou est-ce que vous pouvez expliquer les choses un petit peu plus claires? Je suis anglais. Bon, je viens de le monde humanitaire, et typiquement urgentiste humanitaire. J'ai passé 20 ans dans ce monde. Mon première mission, c'est le génocide de Rwanda avec le ONG Oxfam, quand on a fourni de l'eau et assainissement pour 2 millions de personnes dans 2 mois. C'est une action humanitaire. Après ça, j'ai fait les guerres en Tchétchénie, les guerres en Bosnie, les guerres en Kosovo, Sud-Soudan, Somalie, famine en Afrique de l'Est, famine en Afrique de l'Ouest, le tsunami, les typhons, les cyclones comme ça. C'est tout humanitaire. Et si, il y a 10 ans, vous m'avez dit que vous faites une présentation entre le lien humanitaire et développement, je ne crois pas. Pour moi, à ce moment-là, c'est un gros mot, le développement. C'est les académiques, ils parlent de les choses, la temporalité, très très longue, aucune évidence. C'est arriver avec les avions, donner les sacs, partir, prendre une bière. Et j'ai toujours porté le gilet, tu sais, avec beaucoup de poches comme ça. J'étais un stéréotype. Mais j'ai passé plusieurs années, Action contre la faim, aussi, entre 1995 et 2000. J'ai travaillé pour le bailleur de fonds de DFID. C'est le ministère de la Coopération britannique. Et à ce moment-là, j'ai travaillé dans beaucoup de contextes qui est beaucoup plus long. Ce n'est pas une crise aiguë, c'est pas une crise qui est arrivée très très vite. Et j'ai commencé à questionner, bon, est-ce que la solution c'est toujours un avion? Je ne suis pas sûr. Après ça, j'ai fait beaucoup de consultance, mais aussi j'ai travaillé pour une grosse ONG qui s'appelle Save the Children. J'étais une de la directeur globale de Save the Children, qui disait que c'est une ONG dual mandate, double mandat, développement et humanitaire. Et c'est toujours le challenge de faire ce lien. Si on fait une intervention humanitaire, qu'est-ce que c'est les impacts sur notre programme de développement? Et aussi, qu'est-ce que notre programme de développement peut porter pour la possibilité de faire un programme humanitaire? Donc c'est à ce moment-là que j'ai pensé que le concept de humanitaire et développement, ça n'existe pas. Si vous imaginez que ça c'est une ligne. C'est une ligne qui représente la vulnérabilité humaine. Vulnérabilité dans tous les sens. Et cette partie-là, c'est la vulnérabilité les plus aiguës. C'est après un tremblement de terre. Vous n'avez pas de maison, vous avez perdu votre famille, vous avez perdu toute votre moyenne. C'est les plus aigus possibles. Ou une famine en Somalie, comme ça. Cette partie-là, c'est chronique développement classique. C'est développement économique d'un pays, c'est une perspective 10 ans, 15 ans, rural, agricole, développement d'économie, comme ça. Les interventions, la plupart des ONG font aujourd'hui autour de le développement, représentent cette partie-là. Et nous, les humanitaires, faire à peu près cette partie-là. Les interventions classiques. Le reste, c'est une zone grise. C'est ni humanitaire, ni développement. Forcément, dans les années 80-90, le concept s'est créé par les bailleurs de fonds. Parce qu'il a un besoin administratif, d'avoir 2 systèmes. Où je peux mettre mes administrateurs. Bon, développement humanitaire, c'est clair, on a une ligne entre les deux. Mais ça, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de différences maintenant entre la façon on fait le programme humanitaire et développement. Le cause, c'est le mécanisme de bailleur de fonds. C'est facile là, on fait une application bailleur de fonds pour 1 an. Là, c'est 5 ans. Mais les problèmes, les temporalités entre les deux, c'est pas clair. C'est jamais une problématique de 1 an et 5 ans. Aussi, en français, c'est nécessaire de temps en temps, j'ai quelques aides-mémoire. Les 2 grands concepts, tu ne peux pas considérer les 2 concepts indépendants ou temporalité. On a peut-être les mêmes
développement et humanitaire dans les mêmes pays au même temps. Dans beaucoup de pays où nous travaillons, on a ça. On a une partie développement, on a l'urgence humanitaire qui arrive au même temps, on a le programme qui transitionne entre les deux, une fois, 2 fois par an. Et c'est très très difficile pour nous, avec cette division claire entre le programme de développement, funding 5 ans comme ça, et programme urgence, de créer un programme stable, d'avoir une approche qui peut adresser tous les besoins de la population vulnérable. Aussi, le monde humanitaire classique maintenant, il est en train de changer plus vite que je pense dans ma mémoire récente. J'ai jamais vu le changement qu'on a au même temps maintenant. Les problématiques humanitaires, nous sommes confrontés maintenant avec 5 crises au même temps. Ce n'est pas les crises catastrophes naturelles, c'est les crises dans les zones chroniques. On n'a pas une possibilité de trouver une solution dans 1 an, 2 ans, 3 ans de ce programme-là. On a une crise en RCA. Ça ne finit pas dans 1 an, c'est clair. Pardon? Non, RCA, République Centrafrique. Pardon, excusez-moi. République Centrafrique, c'est pas fini dans 1 an, 2 ans comme ça. On a une crise en Syrie. Maintenant, en Syrie, on a 11 millions d'habitants qui est touché par la guerre, les déplacés et les réfugiés. 11 millions. Et on n'a pas suffisamment d'argent juste pour payer pour l'alimentaire, pour les personnes déplacées. On a au même temps la guerre contre le Daesh et presque 1 million de déplacés dans le nord d'Irak à cause de ça. On a... j'ai oublié toutes les 5, mais 5 crises au même temps. Pardon, Ebola, très très bien. Et on a une 5e. Mais toute cette crise, c'est pas... L'Ebola, c'est un très très bon exemple. Tout le monde maintenant, humanitaire, parle de le traitement de l'Ebola. Qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter l'Ebola? C'est le grand risque. Mais chez Action contre la faim, on a fait une analyse maintenant autour de la conséquence d'Ebola. La conséquence de l'Ebola, c'est probablement 1 million de personnes qui a les insécurités alimentaires en plus que normal. 300 000 enfants touchés par la malnutrition aiguë sévère. C'est un problème de temporalité beaucoup long que le bail de fonds et l'approche classique humanitaire peut traiter. Donc, nous sommes en train d'adresser 2 problème préjugé, si je peux dire ça en français. Le premier, c'est le one size fits all. One size fits all, c'est une taille pour tous les programmes. C'est une expression anglaise. Le modèle one size fits all, les plus grands de grandes agences humanitaires et les agences de prestation de services ont fait l'argument avec le argument de professionnalisme qu'on peut créer une approche commerciale. On normalise les structures où on fait la livraison de notre aide. On fait une approche comme le commercial, comme quelqu'un qui produit le frigidaire. Si on applique le même système, les mêmes approches, tout le temps, ça professionnalise notre approche. Mais ce n'est pas du tout vrai. Nous, on travaille derrière les problématiques très très complexes. C'est le géopolitique, c'est les guerres, c'est les problèmes de dissociation économique. Le pays maintenant où on a la plus grande échelle de malnutrition du monde, ce n'est pas du tout le pays classique humanitaire. C'est l'Inde, c'est l'Indonésie. Maintenant, la moitié d'enfants malnourris dans le monde vivent dans l'Inde. Dans l'Indonésie maintenant, on a une croissance économique équivalente de l'Europe du Nord dans la révolution industrielle. C'est énorme, mais ça touche très très peu de la population. Le niveau de faim en Indonésie, ça reste stable. Il n'a pas changé dans 10 ans. On a les richesses à Jakarta énormes, mais dans les îles comme Ambon, les Maluku, comme ça, on a exactement le même taux de malnutrition qu'avant. Avec toutes les interventions humanitaires, avec toute l'agence qui arrive, avec les avions, avec les sacs de riz, on n'a changé presque rien autour de notre approche de traiter la faim dans le monde.
Le pays comme l'Inde, il a un revenu moyen. C'est un pays qui a un programme d'espace aujourd'hui. Donc le bailleur de fonds dit, bof, non, il n'a pas de besoin là-bas. S'il peut payer pour une fusil, il peut payer pour nourrir ses enfants. Mais au même temps, on a une politique sur place qui ne traite pas le vrai problème. C'est un manque d'accès économique, c'est un manque de focus sur la petite production agricole sur place qui peut traiter la diversification de nourriture, les problèmes, vraiment la base du faim. Donc, au même temps, on a l'agence comme nous, chez Inde, maintenant qui travaille derrière le traitement de la malnutrition aiguë sévère. Mais ça, c'est pas le problème, ça, c'est pas la solution. La solution, c'est beaucoup plus large. C'est un changement d'approche de le gouvernement indien avec l'évidence fournie avec les agences qui travaillent dans le domaine agroécologie et écologie. Notre objectif reste humanitaire chez Action contre la faim. Nous sommes une agence humanitaire. Mais la définition de l'humanitaire, c'est arrêter la souffrance et traiter les personnes qui sont proches de mourir. En anglais, c'est « treatment of suffering and people who are about to lose their lives ». Ça, c'est la définition de l'humanitaire. Et on fait ça. Mais la raison pour laquelle les gens sont en souffrance, c'est beaucoup plus large que notre approche traditionnelle. J'ai quelques exemples pour montrer ça. Le premier, c'est l'Afghanistan. ACF a travaillé en Afghanistan depuis 1979. C'est le premier et notre deuxième pays d'ouverture. On a travaillé presque partout. Aujourd'hui, on travaille dans le nord, autour de Mazar-e-Sharif, Jalalabad, Kaboul, dans les centres, et aussi nous sommes en train d'ouvrir le programme dans le sud, dans les zones Pashtun, Kandahar, Lashkargah, parce qu'après les militaires internationaux partent, on pense que si on n'a pas d'accès de zone Pashtun, à ce moment-là, on ne peut pas accéder après. C'est le pays avec un des plus hauts taux de malnutrition du monde. Plus que 50% des enfants souffrent de la malnutrition chronique. Plus que 15% des enfants ont une forme de malnutrition aiguë. C'est énorme. Le limite, normalement, pour les urgences dans le monde, c'est 15% aigu, 15% global acute malnutrition. Dans la plupart d'Afghanistan, il a déjà dépassé la définition d'urgence. Mais pourquoi? C'est parce que les bailleurs de fonds donnent nous chaque année un nouveau programme, parce qu'on traite comme une urgence. On commence chaque année avec les nouveaux projets, les nouveaux idées, comme ça, parce que ça, c'est où la finance vient. Mais on ne traite pas le vrai problème. Le vrai problème dans les centres, c'est l'accès de nourriture, la diversification de nourriture. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a un énorme problème de malnutrition là-bas. On a le programme classique. On fait le livraison de eau à assainissement. Mais aussi, en même temps, nous sommes en train de mettre en place les petites agricoles, le programme de petites agricoles. Mais on n'a pas beaucoup d'expérience avec ça. Et ça, c'est pourquoi on a le monsieur ici pour donner les expériences de les ONG développement et expliquer comment on peut faire le lien entre les deux. Aussi, nous sommes en train de travailler, d'utiliser notre expérience de eau et assainissement dans une forme qui traite cette problématique plus chronique. Normalement, traditionnellement, on fait beaucoup d'eau et assainissement pour les livraisons d'eau pour les populations les plus vulnérables. Mais maintenant, on utilise les mêmes outils et les mêmes approches d'avoir le programme derrière l'irrigation. Ça, c'est facile. Derrière l'irrigation. Comment on peut aider la population de traiter la malnutrition aiguë sévère avec une approche agroalimentaire. Un deuxième exemple pour moi, c'est le Madagascar. C'est OACF n'est pas très fort à ce niveau-là, mais on a l'envie. Nous sommes en train de changer notre stratégie dans tout le pays comme le Madagascar. Le Madagascar, c'est très très vulnérable de la catastrophe naturelle. Et la plupart de notre programme, si vous voulez, c'est projet urgence, mission exploratoire, mais projet urgence. On traite
les conséquences de la catastrophe naturelle, les conséquences de l'insécurité locale et les conséquences de cette problématique entre les plus riches et les plus pauvres. Mais on traite dans la manière, on fait presque tous nos programmes traditionnels. C'est comme ça. On travaille dans les cliniques pour regarder les enfants qui sont déjà mal nourris. On mesure, on traite avec les produits thérapeutiques et après on fait l'eau et assainissement derrière et peut-être on poursuit les enfants pour un peu de temps pour regarder si après il a la bonne santé et les causes de malnutrition. Mais encore, on a vu chez Madagascar un énorme niveau de défaut. Les enfants qui entrent dans les cliniques, le défaut c'est les enfants qui entrent dans les cliniques. On mesure, on traite, on donne les produits, on suit pour peut-être un mois après, on regarde, on laisse. 6 mois, 2 mois, 3 mois après, le même enfant arrive avec le même problème. On n'a pas traité le problème. C'est l'accès de la nourriture diversifiée. C'est l'accès de la nourriture qui donne plus que juste remplir l'enfant. C'est qui donne les protéines, qui donne les micronutriments, qui donne toutes les choses qui sont nécessaires quand tu as une approche diversifiée de l'alimentation. Ça, c'est la raison pour laquelle, chez ACF, nous sommes en train de changer notre approche. Avant, notre approche s'est focalisée sur le traitement de la malnutrition aiguë sévère avec 3 outils. Eau et assainissement, traitement santé nutritionnelle, et la sécurité alimentaire, moyen d'existence. Mais la plupart, c'est les livraisons de cash. On donne les cash ou on donne les moyens d'acheter l'alimentaire. Maintenant, on travaille derrière 4 concepts. Le premier, on garde nos capacités opérationnelles. C'est la base de notre origine, c'est la base de notre philosophie. Et sans capacité opérationnelle, on perd ce mot-là. Légitime. J'ai vu dans ma carrière plusieurs ONG qui ont décidé, bon, on peut traiter le problème dans le monde avec une approche de plaidoyer, que de plaidoyer. Si on peut changer l'approche des Nations Unies, on peut sauver beaucoup plus d'enfants que peut-être une ONG qui fait l'action directe. Oui, peut-être il a raison. Mais si on ne fait que de ça, on perd ça, notre légitimité, pour parler de bénéficiaires, de parler de la problématique sur place. Pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que c'est la solution? Pas immédiat, mais aussi plus long terme. On travaille derrière notre crédibilité technique et innovation. Et c'est dans ce domaine-là, nous sommes en train de travailler très très prochement avec AgriSud aujourd'hui. Les dire ça, c'est d'avoir une perspective beaucoup plus large que juste le traitement traditionnel de notre problématique. Le troisième, c'est d'avoir cette voix puissante, mais aussi légitime, alliée avec nos capacités opérationnelles. Et le quatrième, le plus important, nous sommes en train de développer maintenant, c'est le concept de transfert. Beaucoup de personnes parlent de partenariat, mais j'aime pas trop ce concept. Normalement, on utilise dans le sens qu'un partenaire, c'est quelqu'un qui livre le programme pour nous. Mais pour moi, le concept de transfert, ça explique beaucoup plus notre envie. Notre envie, c'est de travailler avec les sociétés civiles locales. On a 35 ans dans le traitement de la malnutrition et la lutte contre la faim. On a fait beaucoup de choses. On a une forte puissance dans ce domaine-là. Et on peut faire le transfert de capacity aux sociétés civiles locales. Mais en même temps, on a vu dans beaucoup de pays où on travaille, il a la capacité aussi, avec la bonne moyenne et avec la bonne approche, et avec un peu d'aide, avec un peu de soin, de faire lui-même l'approche locale. Ça, c'est un peu l'innovation pour nous. On a l'habitude dans le monde humanitaire d'arriver avec notre approche, one size fits all, imposée sur la situation locale, et on ne regarde pas qu'est-ce que ça se passe autour de nous. Ce concept de le transfert dans les deux directions, c'est très très important. Parce que si on a capacité aussi d'apprendre les leçons de terrain, on peut faire beaucoup plus de transfert de savoir-faire dans les autres domaines où nous travaillons. Aussi en même temps, avec ces deux contextes où nous travaillons aujourd'hui, le classique, le Somalie, le Sud-Soudan, le pays où on a les plus gros nombres d'enfants mal nourris aigus sévères, c'est nécessaire qu'on garde nos capacités de faire les interventions directes. Mais dans le pays comme l'Indonésie,
ou l'Inde, où en général, où le plus grand nombre d'enfants mal nourris, il a une société civile forte. Il n'a pas besoin de nous d'avoir beaucoup d'expatriés avec cette gilet, avec beaucoup de poches, qui arrivent avec l'avion et qui traitent la problématique. On n'a pas de besoin. Dans le pays comme Nigeria maintenant, on a une énorme explosion économique. Il y a beaucoup de groupes de société civile qui existent, qui a beaucoup d'expérience dans les luttes contre la faim. Il a juste un peu la nécessité de porter un peu d'aide financière, technique, comme ça. Et on peut apprendre beaucoup de choses. Donc les transferts dans les deux directions, c'est absolument critique pour nous dans les années qui arrivent, et spécialement dans les pays de moyens revenus, où on a les plus grands nombres des enfants mal nourris dans le monde aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, la moitié d'enfants mal nourris dans le monde aujourd'hui n'habitent pas en Afrique, ils habitent en Inde. Mais on n'a pas beaucoup d'accès et on n'a pas le besoin de faire les interventions énormes et directes. Ça, c'est pourquoi pour moi, c'est vraiment un plaisir d'introduire Yvonique. Yvonique travaille derrière cette problématique. Son ONG fait les magnifiques programmes qui peuvent aider nous dans notre lutte contre la faim humanitaire. Et je pense quelques approches nous sommes en train de faire maintenant pour aider Yvonique avec son lutte contre la faim agroalimentaire plus développementale. Parce que, comme j'ai déjà dit, pour moi, les concepts de développement et humanitaire n'existent pas. 90% de la problématique, c'est dans une zone grise où on a les problèmes aigus, on a les problèmes chroniques, on a l'enfant qui souffre de la malnutrition à cause de guerre, mais en même temps, on a les problématiques développementales depuis longtemps, dans le même pays. Et c'est seulement avec cette approche, ensemble, qu'on peut lutter contre la faim dans une manière plus durable, plus long terme et plus efficace que juste les avions ou l'approche développementale, académique, comme les blagues que j'ai fait avant. Donc je passe la parole maintenant. Merci bien pour venir pour Action contre la faim pour faire cette présentation. Et j'ai beaucoup d'attentes de voir qu'est-ce que tu peux présenter. Merci Mike. Alors moi je suis Yvonique Huette, le directeur général d'AgriSud International. Alors comme Mike, je n'ai pas fait la guerre, je n'ai même pas fait mon service militaire puisque j'étais volontaire il y a à peu près un peu plus de 30 ans au Niger, dans l'extrême est du Niger où je me suis effectivement frotté aux problèmes de sécheresse, d'insécurité alimentaire. Et c'est vrai que pendant à peu près 7 ans, j'ai travaillé pour la FVP jusqu'au moment où j'ai rencontré un homme d'entreprise, Jacques Baratier, qui m'a parlé d'économie. D'économie, alors que de ce que je faisais depuis 7 ans dans les pays du Sud en particulier, je n'en avais pas vu la couleur. Je faisais du développement, je faisais quelque chose qui ressemblait effectivement à de l'humanitaire, je faisais du social, mais à l'époque, parler d'économie, je parle de ça il y a 30 ans, hein, parler de marché, parler d'entreprise, c'était des gros mots. Et cet homme, sans tabou, nous disait « Mais attendez, les problèmes de développement doivent être appréhendés dans une logique économique. Il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas de valorisation sur le marché. Il n'y aura pas de développement si on ne parle pas d'entrepreneuriat. » Il était absolument sidéré par le fait qu'il n'y ait pas d'entreprise en tant que telle, si ce n'est les grandes entreprises offshore, évidemment, tenues par des expatriés, ou cette économie informelle, mais qui fonctionnait plus sur des registres sociaux qu'économiques. Et c'est comme ça qu'il y a un peu plus de 20 ans, 25 ans maintenant, on a fondé AgriSud, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais avant, je voudrais revenir sur cette notion d'insécurité alimentaire qui nous relie complètement avec Mike, avec ACF, puisque c'est le cœur aussi de notre métier. Et c'est intéressant, avant de vous parler d'AgriSud, de peut-être revenir sur les causes de cette insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, elle a plusieurs origines. Ce n'est pas simplement une logique d'adéquation entre l'offre et la demande, d'ajustement entre l'offre et la demande. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Déjà, si on prend les problèmes de gaspillage sur notre planète, on sait aujourd'hui qu'il y a entre 35 et 40% de la production alimentaire qui n'est pas consommée. Dans ces 35 à 40%, il y en a un tiers qui est en général laissé sur le champ pour des raisons de logistique, pour des raisons de
Rentabilité aussi, quelquefois c'est plus rentable de ne pas récolter plutôt que de récolter. Un tiers. Un deuxième tiers, c'est toute la chaîne logistique d'acheminement, de distribution, les grandes surfaces, etc. Nous-mêmes, quand nous choisissons notre pomme et que nous écartons une pomme qui est un petit peu tachée, nous contribuons à ce gaspillage. Troisième tiers, nos frigos, nos assiettes, les selfs, etc. 35 à 40% de la production alimentaire est gaspillée. Quand on pense à ça, déjà, on se dit, s'il y avait un petit peu moins de gaspillage sur notre planète, peut-être qu'il y aurait un peu plus de possibilités de nourriture pour tout le monde. Deuxième aspect très important, des causes structurelles, politiques, les cadres politiques qui sont proposés par beaucoup de pays, en particulier dans les pays africains, ne sont pas satisfaisants pour soutenir la production agricole. Quand on dit soutenir, ça veut dire aider à la résolution des problèmes fonciers, aider à l'accès aux intrants, aider à la structuration des filières, aider aux infrastructures qui permettent une meilleure commercialisation, des politiques structurelles qui ne sont pas satisfaisantes pour encourager la production agricole et en particulier la production agricole familiale. Et je parle évidemment des États, mais aussi des bailleurs de fonds. La Banque mondiale s'est désintéressée pendant près de 30 ans de l'agriculture familiale. Des causes structurelles et politiques, mais aussi des conflits. Et ça, c'est l'apanage évidemment d'ACF, des conflits, des crises, mais qui ne sont pas non plus, ou plutôt dans certaines origines, peuvent venir des causes structurelles. Certains pays peuvent engendrer eux-mêmes des conflits et des crises. De la même façon, les aléas climatiques, on connaît les effets pervers du changement climatique sur l'agriculture en particulier. Et là encore, des politiques mal conduites dans certains pays peuvent entraîner des accélérations de ces problèmes climatiques. Je pense en particulier à la façon dont on peut déforester ou exercer une espèce de démarche minière sur les terrains agricoles. Tout ça contribue à accélérer les phénomènes de changement climatique. Autre élément, bien entendu, il y en a d'autres, on pourrait en citer beaucoup, la spéculation, qui elle-même n'est pas sans conséquences sur les crises et les conflits. Mais la chose la plus importante, et qui est finalement la résultante de tous ces éléments, c'est la pauvreté. Et la pauvreté, pour moi, c'est la plus grande cause de l'insécurité alimentaire. La pauvreté au sens de la capacité, au sens du pouvoir d'achat, au sens de l'accès à l'alimentation. Tant de personnes n'ont pas accès à l'alimentation parce qu'elles n'ont pas le pouvoir d'achat. Partout sur la planète. J'en veux pour preuve, même en France, il y a tant de personnes en France qui dépendent de l'aide alimentaire, des Restos du Cœur ou des banques alimentaires. Pour autant, nos magasins regorgent de nourriture. C'est un problème de pouvoir d'achat. Tant qu'il y aura de la pauvreté sur notre planète, il y aura des problèmes d'insécurité alimentaire. Pour moi, le problème n'est pas un problème d'offre alimentaire, d'offre agricole. On a des solutions pour produire. On a des solutions pour limiter le gaspillage aussi. La difficulté, c'est de donner le pouvoir d'achat à ces personnes. Elles sont aujourd'hui 850 millions en situation d'insécurité alimentaire chronique qui ne peuvent pas se nourrir quotidiennement comme il le faudrait. Derrière, ce sont des émeutes de la faim, on en entend parler de temps en temps. Souvenez-vous, 2007-2008, qui en fait, pour nous, sont des émeutes de la pauvreté, avant tout. Ce sont des droits fondamentaux bafoués et ce sont autant de facteurs d'insécurité et de conflits. Ici, on parle de 850 millions de personnes, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est 1,4 milliard de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui, à un moment donné, peuvent avoir des problèmes d'accès à l'alimentation. Pour nous, c'est insupportable. Et notre combat à nous, chez AgriSud, c'est de lutter contre la pauvreté et faire en sorte que ces personnes qui sont sorties des circuits économiques, finalement, qui progressivement sortent des circuits sociaux, du circuit social, reviennent dans le circuit économique. Elles en sont sorties pour des raisons structurelles ou des raisons conjoncturelles, des tremblements de terre, etc. Comment faire revenir ces populations dans le circuit économique ? Voilà notre
Ambition à nous, notre objet, entreprendre contre la pauvreté. De quelle façon? Aider ces populations à créer des très petites entreprises, des très petites exploitations agricoles, familiales, viables et durables. Viables et durables, pourquoi? Parce qu'elles sont économiques et agroécologiques, parce qu'elles sont bien ancrées sur leur territoire ou dans leur territoire et sur les marchés locaux. S'il n'y a pas d'accès aux marchés locaux, il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas de développement. Et troisième élément très important, parce que ces personnes sont inscrites dans un parcours de professionnalisation qui va les amener de la précarité jusqu'à l'autonomie. Notre métier à nous, c'est de faire passer des populations en précarité, de les faire passer de cette situation de précarité jusqu'à l'autonomie. C'est un engagement qu'on prend et qui prend du temps. Tu parlais, Mike, tout à l'heure de cette limite. Pour nous, on la voit un petit peu différemment, si on prend cet aspect de limite. Ici, c'est le niveau de pauvreté. Beaucoup de personnes se retrouvent en dessous pour des raisons structurelles ou conjoncturelles. Niveau 0, le chef de famille ne peut ni nourrir ni soigner sa famille. Qu'est-ce qu'on fait pour cette personne? Eh bien, on l'encourage finalement à s'inscrire dans une logique qui va l'emmener progressivement jusqu'à l'autonomie et qui va passer par plusieurs étapes. 1, 2, 3 étapes qui progressivement va lui permettre d'accéder à l'autonomie. Ça va commencer par être, par exemple, l'accès à un foncier, à un terrain. Ça va être l'accès ensuite à des facteurs de production, à l'eau, à la fertilité. Progressivement, cette personne va pouvoir aller vendre ses produits sur le marché. Et puis, à un moment donné, au niveau 3, on va se rendre compte qu'il est capable d'épargner suffisamment pour pouvoir résister à des facteurs, à des risques naturels, ou pas d'ailleurs, des risques sociaux, et on va considérer qu'il a atteint l'autonomie. Nous travaillons sur cette logique aussi, et on ne peut pas imaginer qu'à tout moment, on puisse traiter tel ou tel niveau de la même façon. Si c'est niveau 0, on ne va pas le traiter de la même façon que le niveau 1 ou le niveau 2 ou le niveau 3. C'est très important, comme tu disais, il n'y a pas d'unicité dans la façon de traiter les situations. Alors je reviens quand même sur des éléments qui sont fondamentaux pour nous. J'ai parlé d'agroécologie. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, une mode pour nous, c'est beaucoup plus important. C'est ce qui fonde d'autant plus qu'on travaille dans le développement de TPE agricoles familiales. C'est ce qui fonde vraiment notre démarche, parce qu'on tend vers l'autonomie. Et l'autonomie passe par l'agroécologie. L'agroécologie, une approche systémique qui vise à concilier productivité, gestion durable des ressources naturelles et développement humain. Et il y a un mot qui est très important pour nous, c'est la notion de résilience. Que ces populations soient en capacité à s'adapter à l'ensemble des situations qu'elles pourraient rencontrer. Si on fonde une agriculture sur une importation d'intrants, de matériel, d'engrais, de pesticides, et que demain les filières sont rompues, eh bien l'activité s'arrête. Pour nous, c'est très important de fonder des systèmes agricoles en valorisant finalement le potentiel qu'offre la nature, qu'offre les situations locales, et qu'on puisse construire des systèmes qui soient durables et qui puissent permettre de résister aux effets du changement climatique. Et ça, l'agroécologie apporte des solutions. Et puisse résister aussi à des phénomènes, par exemple, de conflits. Et on a vu dans certains cas, je pense au Nord Kivu, où des populations, finalement, peuvent continuer leur activité malgré les difficultés de conflit. L'agroécologie, en ce qui nous concerne, c'est un gros investissement sur une grosse capitalisation de nos bonnes pratiques de 20 ans, l'expérience de 20 ans, et sous la forme d'un guide qui est ici, et qui derrière permet la mise en œuvre de formations en agroécologie au bénéfice des agriculteurs, mais aussi au bénéfice de nos partenaires, de nos associations partenaires locales, qui elles-mêmes vont prolonger donc ces bonnes pratiques. Alors quelques images, voilà, j'ai expliqué tout à l'heure comment on peut se départir finalement des importations de produits venant de l'extérieur. On peut fabriquer comme ça des engrais, ça s'appelle du compost liquide, des engrais naturels qui en même temps ont des effets insecticides ou insectifuges.
Ici, on peut fabriquer, c'est très simple, hein, mais c'est le bon sens finalement, l'agroécologie. Bien souvent, on se rend compte que ce sont des pratiques qui étaient utilisées il y a bien longtemps, mais que les paysans ont tout oublié, ou à qui à qui on a dit finalement, non, c'est pas ça. Ce que pratiquaient vos anciens, c'est pas bon. Il faut pratiquer aujourd'hui l'agriculture moderne. Et tout à coup, on voit les paysans se dire, ah mais au fait, ça, on le pratiquait, nos anciens le pratiquaient. Donc c'est assez facile finalement de faire ressurgir des vieilles pratiques qui sont de l'ordre du bon sens. Comment éviter que les pépinières soient inondées? Comment aussi travailler avec les populations pour qu'on puisse trouver finalement, faire ressurgir, comme je le disais tout à l'heure, ces bonnes pratiques bien adaptées au contexte, et comment ensuite donc on peut transférer ces pratiques au niveau des partenaires locaux. Deuxième élément très important, conseil de gestion. On parle de très petites entreprises, de très petites exploitations agricoles. Encore une fois, on est dans une démarche économique. Il n'y a de pérennité que si, à un moment donné, l'entreprise est viable, durable, rentable, si elle est assise, construite sur un système économique qui tient la route. Et si, en plus, les produits qui sortent de cette exploitation sont bien valorisés sur le marché. Et là, quand on dit conseil de gestion, c'est proposer finalement à l'entrepreneur ou au paysan les outils qui vont lui permettre de bien produire, de bien valoriser son produit sur le marché, de bien vendre sur le bon marché au bon moment. Alors, je dis ça, ça a l'air simple comme ça, mais derrière, il y a des processus, il y a des systèmes d'information économique qui permettent finalement de donner les bons outils au bon moment à ces agriculteurs ou à ces entrepreneurs. Et pas seulement dans une logique économique, parce que bien souvent la décision de vente se prend au plan économique, mais en plus il y a derrière des éléments sociaux et des éléments environnementaux qui aident, ou plutôt qui en général reportent à du moyen terme, et c'est très difficile dans des contextes de précarité de pouvoir intégrer finalement des critères de décision à moyen terme. Je prends un exemple tout simple, quand on récolte le riz, on a la graine, on a la fanne de riz. Qu'est-ce qu'on fait des fannes de riz? La solution la plus simple, c'est de vendre la fanne pour avoir de la trésorerie. La solution la plus intelligente en termes de pérennité du système, c'est de réincorporer cette fanne dans le sol finalement pour donner de la fertilité à ce sol et la conserver de sorte que l'année suivante, on n'ait pas besoin d'aller acheter du fumier, du compost ou de l'engrais. Comment prendre cette bonne décision? Comment aussi aider l'agriculteur à avoir les bons arguments vis-à-vis de sa famille, de sa femme qui va lui dire non, il faut vite vendre pour avoir la trésorerie, pour nourrir la famille. Conseil de gestion très important. Troisième élément assez fondamental aussi pour nous, c'est le transfert de savoir-faire, élément de pérennisation de ce que l'on fait. Tout ce que l'on fait dans le cadre de projets, je vais en parler tout à l'heure, n'a de sens que si à un moment donné, les actions puissent être prolongées. Alors là, c'est de l'organisation professionnelle, la structuration professionnelle, mais c'est aussi du renforcement de compétences de nos partenaires locaux, des organisations, des associations qui sont impliqués avec nous sur le terrain et qui vont pouvoir prolonger, pérenniser, relayer et à leur tour s'approprier les bonnes pratiques pour les développer sur le terrain. Là, ce sont des cycles d'apprentissage en agroécologie et en management de projet. Très vite, en 2 mots, AgriSud, aujourd'hui, c'est 44 programmes de développement sur le terrain dans 18 pays, 188 collaborateurs, 81 partenariats opérationnels, on aime ce mot, nous, partenaires, 5,5 millions d'euros d'engagés sur ces programmes. Et chaque année, bon an, mal an, on contribue à créer 4000 à peu près très petites entreprises ou exploitations agricoles, ce qui contribue en fait à la sécurité alimentaire, à l'amélioration ou à la production alimentaire, à la génération de revenus et même à la séquestration de carbone. Depuis 1992, ce sont près de 45 000 TPE créés. Alors je vais très vite vous donner... alors on aime bien dire AgriSud, l'ONG qui crée des entreprises. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil finalement au monde économique où bien souvent c'est difficile de créer des entreprises. Nous sommes une ONG et nous créons des entreprises. Quelques images du terrain. Voilà les contextes d'arrière-pays dans lesquels nous travaillons. L'agriculture d'itinérance détruit la forêt. C'est une réalité et depuis des dizaines et des dizaines d'années. Sauf que les rythmes s'accélèrent
et aujourd'hui on assiste à des catastrophes naturelles absolument épouvantables. Pareil dans les pays d'Afrique du Nord, hein. Voilà une zone que je connais bien, c'est le Niger. Il y a une trentaine d'années, cet endroit était assez mirifique, il y avait des cultures de céréales, etc. Aujourd'hui, voilà ce qu'on voit, ça c'est les phénomènes de changement climatique. On a vu l'intensité des pluies en particulier, et finalement, ce genre d'infrastructure mal adaptée, puisqu'on a vu progressivement le désert descendre d'à peu près 250 km en moins de 30 ans. Voilà Madagascar, où on voit des phénomènes comme ça de décrochement des pentes à cause des phénomènes d'érosion. Et puis Haïti, évidemment, qui est assez emblématique, où on voit très vite des zones comme ça pelées. Alors nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Transformer ces zones pelées, reconquérir finalement ces zones pelées, de façon à ce qu'elles soient de nouveau exploitables, et éviter que les paysans qui ne peuvent plus cultiver sur ces pentes ne partent grossir le lot de ces personnes dans les villes, dans les bidonvilles, à Cité-Soleil, par exemple à Port-au-Prince. Comment stabiliser ces populations et les aider à reconquérir ces espaces qui ont été complètement désertifiés? Il y a des solutions. C'est de l'investissement, c'est du temps, c'est de l'accompagnement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas en 3 mois, en 6 mois, ni même en 1 an ou 2 ans. C'est vraiment de l'investissement à moyen terme. Pareil en RDC, dans le Nord Kivu, où on est dans des zones quand même très affectées par les conflits. On arrive à recréer, par l'agroforesterie, vous voyez des massifs forestiers, mais vous voyez aussi des cultures qui sont là, sur des zones qui ont été... sur des pentes qui ont été stabilisées. Madagascar aussi, avec au milieu de ce cercle, on ne voit pas, mais c'est le cœur du réacteur, c'est la compostière, la base de l'agriculture, la compostière, le compost, la matière organique. Mon grand-père me disait, le secret de l'agriculture, c'est 1, le fumier, 2, le fumier, 3, le fumier. Il n'y a pas d'agriculture sans matière organique. Et ça, c'est essentiel. Et les paysans le savent, simplement ils l'ont quelquefois oublié parce qu'il y a eu cette substitution avec les engrais minéraux. Et aujourd'hui, il faut revenir à des systèmes de bon sens qui permettent de recréer la fertilité dans ces zones. Ce sont aussi des haies, on voit bien des haies qui permettent de stabiliser les pentes. Et puis l'agroforesterie, ce sont des pépinières, ce sont des emplois qui sont créés pour produire ces plants. Ce sont des pratiques agroécologiques qui permettent d'alterner les rangs de bananiers, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Du manioc et derrière de la transformation. Là encore, vendre un produit brut n'a pas vraiment de sens. Il s'agit de créer de la valeur ajoutée au niveau de l'agriculteur. Ça veut dire aussi valoriser ce produit en le transformant. Là, c'est Haïti avec la cassave, ceux qui connaissent Haïti. On a une situation dans le nord haïtien où, depuis quelques années, toute la cassave, nourriture traditionnelle du nord Haïti, venait de la République dominicaine. Aujourd'hui, en recréant des filières de production et de transformation du manioc, on arrive à freiner donc cette importation de manioc, enfin de produits transformés depuis la Dominique. C'est recréer encore de la richesse, recréer de la valeur ajoutée locale. C'est absolument nécessaire et ne pas simplement raisonner production seule. C'est le cas aussi en Inde. On a ici des plantations de curcuma qui sont transformées pour le marché local. Le maraîchage, j'ai mis cette photo à dessin puisque notre président qui est ici, Robert Lyon, aime beaucoup cette photo et cette personne. Elle s'appelle Pauline en Afrique centrale et comme sa collègue, comment elle s'appelle, cambodgienne, est très emblématique de ce que l'on fait aussi en zone périurbaine. La zone périurbaine, c'est une zone qui concentre partout sur la planète beaucoup de facteurs, beaucoup de conflits aussi, d'interactions. C'est là que se nouent aussi beaucoup d'enjeux sur les problèmes fonciers, par exemple, parce qu'il y a une course effrénée à l'urbanisation, et c'est souvent au détriment des petits agriculteurs qui sont rejetés de plus en plus loin, alors que paradoxalement, la ville a de plus en plus besoin, puisqu'elle grandit, de produits frais.
Et donc c'est très difficile de pouvoir stabiliser des populations maraîchères. C'est vrai aussi en France, hein, des populations maraîchères, urbaines, périurbaines, qui contribuent à l'alimentation de circuits courts de ces villes, et en les aidant, tout en les aidant donc à développer des systèmes qui puissent être pérennes, c'est-à-dire pouvoir investir. Comment investir dans des zones aussi sensibles, aussi mouvantes en quelque sorte. Voilà des vrais enjeux sur lesquels on travaille depuis plus de 20 ans et sur lesquels aussi on a des vraies réponses et en tout cas des solutions. Évidemment, elles ne sont pas adaptables à tout endroit, mais il faut être très pragmatique dans ces cas-là, et aussi bien sur le foncier que sur les modes de production, eh bien, il faut les adapter en fonction des différents contextes. Vous voyez, l'agroécologie, c'est aussi le paillage, etc. Des zones de développement maraîcher comme ça au Cambodge aussi. Voilà de quelle façon aussi on réhabilite des périmètres très anciens au Sénégal, qui ont été finalement complètement... qui ont subi ces effets du dérèglement climatique, hein. Comment on peut reconstituer des lieux de vie, comment on peut reconstituer des zones de production, et comment ces femmes qui étaient désemparées il y a encore quelques mois ou quelques années se réjouissent aujourd'hui de pratiquer l'agriculture ou le maraîchage dans ces zones-là. Voilà comment aussi en France, on peut pratiquer, parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. En France, l'exclusion économique aussi entraîne l'exclusion sociale. On est convaincu que, de la même façon, la petite entreprise maraîchère, agricole, bien ancrée sur les marchés locaux, développée en agroécologie, peut aussi permettre à des personnes en précarité de sortir de cette précarité. Sauf qu'en France, c'est très compliqué, tout est saucissonné. On a la chance d'avoir un petit peu de recul ou une façon de faire dans les pays du Sud qui nous permet de transposer aujourd'hui ce savoir-faire. Voilà une photo qui a été prise dans le Médoc. Paradoxalement, le Médoc, c'est le Moyen-Âge. Il y a des grandes fortunes, mais il y a aussi beaucoup de précarité. Ce sont les premiers clients de la Banque alimentaire de Bordeaux. Comment remettre en économie des populations marginalisées alors qu'il y a du terrain, alors qu'il y a des vrais besoins alimentaires dans cette zone? C'est pas grave. C'est aussi l'élevage. L'élevage, comment l'élevage, le petit élevage, la diversification, au-delà d'apporter du fumier, peut aussi apporter de l'économie dans des zones très marginalisées, comme celle du sud Maroc. Alors, on a essayé de créer le mouton à 5 pattes, on s'est un peu trompé dans nos manipulations génétiques. On a créé en réalité le mouton à 5 corps, je ne sais pas si vous voyez. Ça devra intéresser le président de la VSF qui est ici. On s'est un petit peu trompé. Voilà ce que c'est que de faire un peu trop de manipulation génétique. On fait aussi beaucoup dans le petit élevage paysan. Ça, c'est très important pour renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi permettre aussi d'aller sur le marché et de générer du revenu. Pareil pour l'élevage porcin, l'élevage bovin, qui permet aussi de se départir du tracteur. Le tracteur, c'est une vue de l'esprit pour beaucoup. Enfin, sachant que le tracteur, est cher, coûte beaucoup à l'entretien et en consommable, et puis tasse énormément les terrains, alors que là, on a un tracteur tout à fait naturel qui permet de travailler dans d'excellentes conditions et sur beaucoup de terrains que l'on connaît. Commercialisation. Encore une fois, il n'y a de valorisation, il n'y a de développement que s'il y a bonne valorisation sur les marchés locaux, et c'est très important que toutes les conditions soient réunies. Alors bien entendu, il y a tellement de contraintes à la commercialisation, que ce soit les problèmes d'infrastructure, que très vite les plus gros, ceux qui détiennent l'information économique, en profitent. Quand on dit remettre les populations en économie, comment les remettre dans le circuit économique, ça veut dire leur donner les capacités de revenir vers le marché dans de bonnes conditions. Évidemment, ces marchés sont occupés par les plus gros. Comment créer des systèmes d'information qui leur donnent une capacité de négociation qu'ils n'avaient pas auparavant? Ce système d'information ressemble à ça. Ce sont des panneaux qui sont dans les villages, qui sont sur les marchés, qui n'utilisent pas forcément l'écriture, hein, c'est la photo et la flèche, la tendance, hein, et qui permet en fait, qui indique les prix de vente de détail, les tendances lourdes sur les marchés, et qui donne cette
capacité de négociation au plus petit qu'ils n'avaient pas auparavant. Et ça permet de faire remonter progressivement la valeur ajoutée au niveau de la production, alors qu'en général, elle était captée par l'aval. Ce sont des magasins de regroupement. Là encore, il faut travailler au regroupement de la production pour faire venir justement les commerçants dans les zones de production. On travaille de plus en plus parce qu'on ne peut pas négliger les problèmes, encore une fois, d'infrastructure. Ces produits doivent voyager et si à un moment donné, on se trouve confronté à des problèmes de pistes qui sont dégradées, il faut qu'on soit en capacité au moins à réparer ces pistes, voire à en créer de nouvelles. Pareil pour les ponts. Une rupture de pont comme ça peut isoler des centaines, voire des milliers de personnes pendant des mois. Ça n'a l'air de rien, mais c'est alors que derrière, il y a une production de manioc, une production de maïs. Tout à coup, il n'y a plus de flux, il n'y a plus d'échange. Les camions ne vont plus venir. Et puis, évidemment, infrastructure, c'est aussi travailler à l'accès à l'eau, l'aménagement de canaux d'irrigation pour la riziculture, par exemple. C'est l'accès à l'eau pour ces femmes maraîchères, c'est l'accès à l'eau aussi, à l'eau potable. C'est un petit peu nouveau chez AgriSud, mais on s'est rendu compte que dans des zones comme le Nord-Laos, en l'occurrence le Nord-Laos, si on ne peut pas contribuer aussi à travailler à l'accès à l'eau potable, eh bien on va développer une agriculture qui sera intéressante, hein. On va développer un accès au marché, on va développer une capacité peut-être à accéder à des biens publics, comme on dit, à l'accès à la santé. Mais si personne n'est là pour installer l'eau, eh bien ces gens-là n'auront pas d'eau potable et resteront à boire l'eau croupie du marigot. Donc on est entré aussi progressivement dans cette nouvelle activité pour nous d'accès à l'eau, mais très vite qui se retrouve en concurrence ou en compétition avec l'eau d'irrigation. Tu cherchais le mot tout à l'heure. Comment, dans des zones comme celle-là, par exemple, gérer cette concurrence entre l'agriculteur, lui qui va planter son manioc, et puis en aval, les besoins d'eau potable pour approvisionner les bornes fontaines dans les villages. Ça, c'est au Congo, hein, en RDC. Eh bien, on travaille à une espèce de gestion concertée, un travail de gestion concertée au niveau des villages qui doit aboutir à la représentation visuelle, finalement, de l'espace, du territoire, de l'espace villageois, en essayant de repérer les zones de forêt, les zones de culture, etc., de façon à pouvoir mieux gérer ces espaces dans le temps et de pouvoir se projeter sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, au rythme, par exemple, de la déforestation actuelle, faire réfléchir les agriculteurs sur la déforestation. Si vous continuez comme ça, dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera? Où est-ce que vous en serez? Ça s'appelle le PLUP. Et on se projette donc sur finalement des fictions en quelque sorte, et qui permettent aussi donc de mieux gérer ces aspects de concurrence entre l'eau agricole et l'eau potable. On vient petit à petit, nous aussi, sur les aspects donc, de nutrition, bien entendu, encore une fois dans des villages des montagnes du Laos avec les minorities. C'est très difficile de ne pas intégrer un ensemble d'activités hein, qui vont au-delà de la simple production agricole. Mais une fois qu'on a la production, comment la mettre en œuvre habilement, intelligemment, comment faire en sorte que les mamans puissent l'utiliser dans de bonnes conditions, en particulier à des fins de bonne nutrition pour les enfants. Et donc là aussi, on travaille sur des outils pédagogiques et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'ACF. Et aussi sur l'hygiène, où on met au point comme ça des jeux. Alors, il se trouve que c'est à ce moment-là qu'on s'est un petit peu rencontré avec Action contre la faim, qui, elle, développe justement des vraies compétences en matière d'eau potable et d'assainissement, en matière de nutrition et de santé et d'hygiène, sachant que nous-mêmes, lorsqu'on a discuté, il s'est trouvé que les aspects agroécologie, gestion intégrée de la ressource en eau, c'est-à-dire la gestion de la concurrence entre les deux, tout ce qui tourne autour de la très petite entreprise ou exploitation, conseil de gestion et transfert de savoir-faire aux partenaires intéressés, Action contre la faim. Et c'est sur ces bases qu'on a commencé à construire ensemble une idée d'échange, une idée de partenariat, appelons-le comme ça, qui viserait finalement à
à se renforcer mutuellement par rapport aux compétences que l'on développe sur nos propres terrains, en se disant que assez rapidement, on essaierait de construire des projets et des programmes en commun qui nous mettraient ensemble en situation sur des terrains, à la faveur peut-être d'appels à projets, d'appels à propositions, qui souvent ont des dimensions à la fois humanitaires et développement. Et c'est là qu'on pourrait certainement croiser nos compétences, les renforcer, apprendre à travailler ensemble sur le terrain pour certainement développer à terme beaucoup plus la relation que nous sommes en train de développer ensemble. On n'est pas ici en train de théoriser le lien humanitaire et développement. On est juste en train de poser les bases d'un partenariat qui s'avère très concret puisque, en ce qui concerne la dimension agroécologique, on commence à travailler, à faire des échanges croisés sur l'agroécologie et sur l'agriculture durable. ACF est en train de produire sa doctrine, en quelque sorte, vous l'appelez comme ça, sur l'agroécologie. On est en appui. Au Sénégal, on va bientôt mettre en place un cycle d'apprentissage en agroécologie pour transférer ces bonnes pratiques aux équipes d'ACF en Afrique de l'Ouest. Sur l'aspect transfert de savoir-faire aux partenaires locaux, c'est une vraie préoccupation de Mike. C'est une réalité. Et encore une fois, s'il n'y a pas de transfert aux partenaires locaux, lorsqu'on s'en va, tout s'arrête, tout a tendance à s'arrêter. Il faut vraiment investir sur cette dimension de transfert. Nous avons des vrais savoir-faire en la matière que nous éprouvons depuis des années. Nous le faisons actuellement sur Madagascar dans le cadre d'un projet très précis et nous allons travailler ensemble pour faire en sorte que les équipes d'ACF à Madagascar puissent s'imprégner en fait des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre par nos équipes dans le cadre de ce projet. Et puis, gestion intégrée de la ressource en eau. Là encore, dans le Nord Haïti, ACF est très présent. Je pense que là, il y a un vrai chantier à ouvrir conjointement pour voir comment, donc, en faisant évoluer ces paysages, comment faire en sorte que, à l'aval de ces bassins versants, il puisse y avoir une vraie gestion intelligente de la ressource en eau, de qualité. Je finis juste. C'est juste pour cette chose-là. Après, j'ai vu cette présentation pour la première fois, quand on a pratiqué la présentation on peut faire. J'ai vu cette photo-là. Est-ce que quelqu'un ici, Jean-François et d'AgriSud à côté, a visité l'Haïti? C'est incroyable. Quand tu prends l'avion entre la République dominicaine et Port-au-Prince, on a une ligne claire. Une ligne, c'est incroyable. On a les forêts partout. On n'a pas un arbre. C'est comme ça. Mais c'est tous les côtés montagneux là. Et après notre première conversation, j'ai vu combien de fois Action contre la faim a fait une intervention dans les zones comme ça au cause d'inondations. Les grandes inondations qui déplacent les gens, qui détruisent tous les stocks, les réserves d'alimentation de villages. On a fait la réponse 10 fois dans les dernières 6 ans. 10 fois dans 6 ans, on fait la réponse derrière une inondation à cause de la mauvaise utilisation de ressources naturelles. C'est comme ça. Si nous sommes capables de faire ça, peut-être la prochaine fois, on fait 1 et 2 fois dans 10 ans. Pas dans 5 ans, pas 10 fois dans 5 ans. Excusez-moi. Non, j'en avais presque terminé, hein, c'est l'avant-dernière. 2014 a été l'année internationale de l'agriculture familiale. C'est évident que nous, on n'a pas attendu cette année 2014 pour promouvoir l'agriculture familiale. Ça fait plus de 20 ans qu'on le fait. Donc on est très heureux qu'enfin les institutions internationales, et pas que d'ailleurs, reconnaissent l'intérêt de l'agriculture familiale. Nous, on est convaincus que c'est elle qui va nourrir la planète. Pas toute seule, bien entendu. Il y a de la place pour tout le monde, comme on dit, mais en grande partie, c'est elle qui sera là, c'est elle qui saura être résiliente à tout ce qui nous tombe dessus actuellement, et en particulier au problème de changement climatique. Nous en sommes convaincus. Moi, je suis heureux aussi que 2014 ait été l'année où on a pu se retrouver, d'ailleurs, sur des réflexions autour de l'agriculture familiale et l'agroécologie. Donc, il y a beaucoup de contenu autour de cela. Et 2015 sera l'année
Ça va trop vite. Voilà. Sur l'année du climat. Et là encore, je crois qu'on a beaucoup de choses à croiser ensemble sur les aspects climat. On parlait tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais le climat et les effets du changement climatique avec ses lots de réfugiés climatiques extrêmement importants, de déplacés et de réfugiés. Que faire de ces populations qui viennent à certains moments autour des villes, s'installer autour des villes? Que faire de ces populations qui viennent de nouveau dans les villages, surpeupler les villages? On le voit par exemple en Haïti actuellement. Là, il y a des vrais enjeux sur lesquels certainement on aura à travailler, et on peut espérer que, comme 2014 a été l'année internationale de l'agriculture familiale, l'année du climat soit peut-être un porte-voix pour nous pour expliquer ce que l'on veut faire ensemble dans ce domaine. Voilà. Absolument. Pour moi, et la conclusion, la raison pour laquelle j'étais très très intéressé, c'est super, merci pour ça, c'est avec cette présentation la première fois, j'ai imaginé le nombre de temps, le nombre de visites que j'ai fait dans les mêmes endroits. Donc ici, est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est les plus grands camps de réfugiés du monde? Oui, c'est Dadaab. Dadaab, c'est aux côtés entre le Somalie et le Kenya, donc Kenya du Nord. On a entre 400 et 450 000 habitants de cette camp de réfugiés. Ils sont là depuis entre 15 et 20 ans, la plupart de familles comme ça. C'est une ville maintenant, c'est pas un camp de réfugiés. Vous connaissez combien d'espaces agricoles il y a autour de ça? Vous avez visité de la Dadaab? 0. Chaque mois, on arrive avec les sacs de riz ou le sac de maïs ou le produit. On donne. Le mois prochain, on rentre, on fait exactement la même chose. On fait de livraison avec camion d'eau. Chaque mois, chaque jour, on fait exactement la même chose. S'ils sont là depuis 15 ans, 20 ans, et les problématiques de Somalie ne changent pas, pourquoi on fait ça chaque mois? Ça ne change pas notre objectif, notre mandat. On a toujours les besoins aigus, humanitaires, et Action contre la faim reste une organisation humanitaire. Mais en même temps, c'est un peu idiot, je trouve, de faire le même. Vous connaissez la définition d'insanity faite par Einstein. Einstein a dit que l'insanity, c'est quand vous faites le même expériment plusieurs fois, chaque fois avec l'anticipation d'un résultat différent. Et de temps en temps, j'ai l'impression que les humanitaires sont un peu insane, sont un peu fous. Donc avec ça, avec l'exemple de Dadaab, avec l'exemple de la Haïti et les déforestations comme ça, et aussi avec les exemples comme on n'a que de 3 famines dans les derniers 20-25 ans, c'est en Éthiopie, Somalie et Somalie. C'est les mêmes problématiques, c'est le changement de climat, c'est l'insécurité, mais la solution pour moi, c'est l'agroécologie, c'est la capacité de la population locale qui a vécu avec cette crise depuis longtemps de produire avec la guerre, avec les catastrophes, le besoin nutritionnel. Peut-être on a le besoin de faire une réponse humanitaire, mais avec moins de ressources, avec une approche plus adaptée au contexte, et avec une approche plus partenariale avec les ONG, avec 2 types d'expertise différents. Donc merci bien pour ça, c'est très très clair pour moi, le lien on peut faire et comment on peut travailler ensemble. Merci. Bon, écoutez, je vais passer la parole à certainement des questions que suscitent vos exposés. Bon, pour moi, je dirais que c'est un grand moment, parce qu'on est sorti un peu de la doctrine. On était nombreux à souhaiter que ce que vous nous avez, ce que vous proposez, ce que vous avez réussi à si bien formaliser, en respectant effectivement ces 2 métiers. Donc je pense que c'est un grand moment, et je pense qu'il faudrait qu'on vous donne 1 an et qu'on se retrouve dans 1 an et voir ce qui a été fait, parce que c'est formidable, et je pense que c'est une des solutions de sortir un peu des difficultés qu'on rencontre dans ces domaines. Bonsoir. Karine Jacquemart, ancienne ACF et Greenpeace depuis ces dernières années. Et justement, j'avais envie de rajouter urgence, développement et environnement, puisque moi je me fais fort à Greenpeace et avec les collègues de créer des liens et des ponts, justement. Donc bravo d'abord parce
parce que l'agriculture et l'agroécologie, c'est essentiel aujourd'hui et c'est effectivement à la croisée des chemins avec le climat, avec tout ce qu'on connaît. Et il y a du sens à ce rapprochement, je pense. Donc voilà, bonne chance. En tout cas, il y a une intelligence. Ma question, elle est plus sur la question advocacy, alors un peu en lien avec mon métier d'aujourd'hui, mais Mike, vous l'avez mentionné. Monsieur Huet, vous avez également mentionné les causes, en fait, les causes politiques, souvent, qui mènent à l'insécurité, parce qu'elles sont là. Et quand on regarde les problèmes d'accaparement des terres, quand on regarde les problèmes de denrées importées moins chères que les productions locales, quand on regarde les politiques de la Banque mondiale, après 30 ans de politique d'ajustement structurel, mais encore aujourd'hui, influençant toutes les politiques nationales dans les pays du Sud pour favoriser l'investissement étranger et les exploitations à grande échelle au détriment de l'agriculture familiale. Bref, quand on regarde tout ça, on se dit, bien sûr, tout ça est nécessaire, chaque initiative locale, chaque projet est nécessaire, mais comment on fait pour avoir une influence politique à plus grande échelle pour prévenir encore plus ce problème, voire arriver à un tournant où il y a un véritable encouragement financier et politique au niveau global pour l'agroécologie. Et quel rôle, surtout vous, en tant qu'ACF, en tant qu'Agri-Sud, quel rôle vous avez envie de jouer et quelles limites aussi, parce que je peux le comprendre, chacun son mandat, quoi. Bon, je peux commencer avec... pour moi, c'est allié avec cette 4 carrés que j'ai déjà monté. Pour moi, les 4 carrés, ce n'est pas les programmes différents. On applique toutes les 4 au même temps dans tous les programmes où on travaille. Le premier, une capacité opérationnelle. Le deuxième, c'est une capacité technique, innovation comme ça. Le troisième, autour de la recherche. Et le quatrième, c'est les voies puissantes et légitimes. Pardon, le troisième, c'est le transfert. Et le quatrième, c'est les voies légitimes et puissantes. Quand je parle de voies, je parle de plaidoyer. Mais je pense que le plaidoyer toute seule, vous connaissez les ONG qui ont sacrifié son capacité opérationnelle pour faire le plaidoyer. Maintenant, il a beaucoup moins de crédibilité. Si on prend les bases d'évidence, faire sur place, on a beaucoup plus de chances. Par exemple, dans la conférence climat à Paris, dans une heure et demie après Lima. Ça, c'est une cible claire pour moi. La conférence ici à Paris autour de le changement climat, avec une collection de bases d'évidence faire ensemble autour de l'impact de le changement de climat sur la crise humanitaire, pourquoi les gens sont vulnérables dans un niveau aigu, extrêmement vulnérable, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire dans le moyen terme pour adresser cette vulnérabilité. Et je pense que ça, c'est le lien entre deux. C'est la raison pour laquelle la ACF est en train d'investir très très fort dans notre capacité plaidoyer. On a l'ambition d'avoir une personne pour le plaidoyer dans chaque mission avant 2017 pour cette conférence-là. C'est juste un exemple. Mais j'ai plusieurs exemples où on peut changer le monde, je pense, avec notre voix, mais seulement si on a la crédibilité et capacité sur place d'avoir une base d'évidence qui donne la légitimité de parler autour de ce sujet-là. Oui, je pense que Mike a donné une réponse importante. Il y a un vrai enjeu avec la conférence climat qui se présente et on a certainement des choses à dire ensemble et des réponses certainement à apporter ensemble. Ce qui est vrai, c'est que dans notre sphère d'activité, et à VSF et là, je peux vous dire que depuis 2 ou 3 ans, les choses ont bigrement évolué dans le sens que l'on souhaite, dans le sens de l'agroécologie. Je pense en particulier à l'AFD. L'AFD, vous parliez d'agroécologie il y a 2 ou 3 ans. Il y avait très peu de répondants. Aujourd'hui, dans les critères maintenant d'élection, de choix des projets, il est bien stipulé, au même titre que le genre d'ailleurs, il y a un certain nombre de critères, l'agroécologie. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait son chemin. Je pense que tous ensemble, on y a participé. On n'a pas terminé. Je pense qu'il faut aller encore plus loin. Absolument. Pascal Canfin a beaucoup contribué à faire passer le message de façon très, très volontariste et offensive, à un moment où il le fallait véritablement, quitte à influencer les décisions, les choix politiques, au moment où on écrivait véritablement ce qui devient aujourd'hui la base, la doctrine finalement de la coopération sur les 5 ans qui viennent. Donc je pense qu'on peut se réjouir. J'ai l'impression qu'on y a un petit peu participé, mais c'est pas terminé, bien entendu. Et c'est vraiment sur le terrain qu'il faut continuer à donner des preuves. Et si en plus on peut trouver des échos
faire ensemble, faire écho de ce que l'on fait dans des grands messes, dans des grandes manifestations comme celles qui vont arriver au moment de cette année du climat. Je pense qu'on va marquer des points dans ce sens. Je peux ajouter quelque chose très très vite aussi, parce que c'est intéressant maintenant. Quand je disais que le monde humanitaire est en train de changer plus vite que j'ai même moi, je peux donner un exemple. Dans les derniers deux mois, j'étais invité de faire quelques présentations dans beaucoup de réunions. Le premier que j'ai fait, c'est une présentation autour de la consultation globale de l'EPAM, le Programme alimentaire mondial. C'est le roi d'urgence. C'est le parti des Nations Unies responsable pour les livraisons d'aide alimentaire dans les situations d'urgence. On disait en anglais, c'est les truck and chuck. Il arrive avec le camion, il met l'alimentaire derrière, il part. Cette conférence, c'est autour de l'agroécologie et autour de le changement climat. J'étais dans la PAM et nous sommes où maintenant? C'est bizarre, pas d'avion, pas de camion, on parle d'agroécologie. Mais le FAO, le Food and Agriculture Organization, qui est dans les mêmes villes, les deux sont à Rome, ne sont pas là. C'est un peu bizarre. Après, j'ai assisté dans une conférence OMS. Le OMS est en train de parler de le concept de nutrition santé. Comment on peut mettre le traitement de la malnutrition dans le système santé. Mais dans le système des Nations Unies, la nutrition, c'est une partie de UNICEF, c'est pas de OMS. Et UNICEF maintenant est en train de parler de le concept de security nutritionnelle qui est vraiment allié avec l'agriculture et l'agroécologie. Donc maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais tout change. Tout est en train de changer. Toutes les agences des Nations Unies parlent autour de le même concept. Les concepts transverses, plus larges que la tradition qui est très verticale. Santé, c'est là. Enfant est ici. Urgence alimentaire, c'est les PAM. Et le FAO s'occupe de l'agriculture et le développement. Maintenant, tout est mélangé. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai expliqué ça, je pense que tout le monde maintenant est en train de voir le monde avec les mêmes perceptions, que peut-être la solution verticale n'existe plus ou c'est pas très efficace. Et c'est cette transversalité entre toutes les actions humanitaires, développement, derrière un focus sur le plus vulnérable, avec une voix puissante et légitime dans toutes les conférences mondiales comme ça. Ça, c'est comment on peut changer le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ça, parce que c'est un peu bizarre. Toutes mes zones de confort, elles sont en train de changer. Bien, écoutez, vous avez été tellement clair et évident que on est terrassé. Et le laboratoire nous offre encore quelques minutes d'hospitalité pour prendre un pot. Je voudrais juste te remercier, Jean-François, parce que je crois que si on est là, c'est un peu grâce à toi. Quand il y a un an, tu es venu me chercher en disant je sens qu'il y a des choses à faire entre ACF et AgriSud. On l'avait tenté quelques années. Et puis on avait laissé tomber, souviens-toi Robert. Je te remercie. Il y a à peu près un an, tu avais dit il faut qu'on avance sur le sujet. Et puis depuis, évidemment, je pensais pas il y a eu d'autres étapes. Je te remercie vraiment. On se reverrait comme ça. C'est pour ça que je pense que c'est bien de prendre un rendez-vous encore dans un an, parce qu'on est sur une très très bonne voie. Et puis la VSF également est là, et je pense qu'il a toute sa place également, aux côtés de cette nouvelle donne qui est vraiment très réconfortante par rapport à toutes les questions qu'on a pu se poser dans les années passées. Merci. Et Merci. Jean-François, très très vite, j'insiste d'avoir le dernier mot, parce que c'est le dernier conférence Giroud de l'année. Et j'entends la rumeur que Jean-François, peut-être, il ne veut pas bouffer sa vie avec l'organisation de conférence pour Action contre la faim. Jean-François a fait 25 ans de service au ACF. Sur place en Haïti, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne peut pas répondre à cette question-là. Mais aussi, il a organisé des bénévoles. Je pense que tout le monde qui a le temps avec ACF depuis longtemps connaît Jean-François. Il a organisé la première course contre la faim. Cette année, la course contre la faim est générée pour ACF presque 4 millions d'euros pour notre service humanitaire. Et la première, c'est organisé par Jean-François. Donc je pense qu'il mérite. Et de la part de toute ACF, merci bien.